Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous un point lecture de tout ce que j'ai lu depuis fin décembre jusqu'à fin janvier. Ça concerne 13 livres, donc ce qui est plutôt pas mal et supérieur à ce que j'ai l'habitude de lire. Donc je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour vous parler de tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, je suis en train de me préparer une tisane à l'aubier de tilleul et aux queues de cerise. Donc je vais vous parler de ces deux produits. Alors l'aubier de tilleul, il a des vertus drainantes, il nettoie l'organisme et c'est un très bon purificateur. C'est très bien de le consommer si vous avez l'intention de faire un régime par exemple, parce qu'il va agir comme un purificateur de différents organes, comme le foie, les reins et les intestins. Et les queues de cerise ont aussi des vertus drainantes et ont également des propriétés détoxifiantes et antioxydantes. Donc le combo de ces deux produits est vraiment parfait pour nettoyer l'organisme. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. On a dépassé les 1000 abonnés, donc c'est génial. Et ça m'encourage à créer de nouveaux contenus et à partager avec vous encore plus de découvertes livresques. Donc un grand merci à vous, et si vous appréciez mon travail et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Parce qu'en faisant ça, vous me soutenez et puis ça me donne envie de produire encore plus de vidéos. Mais trêve de bavardage, on va passer en revue les 13 livres que j'ai lus récemment. Et on va commencer par mon coup de cœur de l'année 2022 que j'ai lu fin décembre, Des souris et des hommes de John Steinbeck. Donc c'est ma meilleure lecture de l'année dernière et vraiment c'est un petit bijou. C'est vraiment un livre qui m'a transportée, qui m'a émue et qui a vraiment une fin très triste, qui vous prend aux tripes, et c'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde. Et en général, il plaît beaucoup, donc voilà, c'est un véritable coup de cœur. Alors, il se déroule en Californie dans les années 30, pendant la période qu'on appelle la Grande Dépression. Donc c'est une période pendant laquelle les Américains sont plongés dans le chômage, la pauvreté, le racisme, et ils vivent des temps très difficiles et ont beaucoup de mal à s'en sortir. Et dans ce bouquin, on va suivre deux hommes. Il y a Georges d'un côté et Lenny de l'autre. Donc ce sont deux hommes qui se connaissent depuis l'enfance et qui travaillent de ferme en ferme pour tenter de subvenir à leurs besoins. Et à chaque fois, on leur offre un petit pécule et le gîte et le couvert. Très vite, on va comprendre que les deux hommes sont en fuite et on va très vite deviner pourquoi. Lenny est un homme assez grand, grand par la taille et par le cœur. C'est vraiment quelqu'un qui a un très bon fond, mais c'est aussi un attardé mental et quelqu'un qui ne maîtrise pas sa force et ça peut lui jouer des tours. Et de l'autre côté, il y a Georges qui est beaucoup plus rusé, débrouillard et qui voue un soutien sans faille à Lenny. C'est toujours lui qui arrive à trouver les bons plans et qui arrive à leur dénicher un travail et qui protège et couvre son ami en cas de problème, parce que des problèmes, il y en a beaucoup avec Lenny, et toujours à cause de sa force qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et dans la ferme où ils sont arrivés, il va bien sûr y avoir des problèmes, et on va voir comment Georges va protéger son camarade Lenny cette fois-ci. Donc c'est un livre qui va parler d'amitié, mais d'amitié forte, d'injustice, de responsabilité quand on est atteint de maladie ou de retard mental. C'est un livre vraiment poignant et avec une fin inattendue, qui ne vous laissera sûrement pas insensible. Enfin moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très émouvant et jusqu'au bout, j'étais happée par le récit. C'est vraiment pas un livre qu'on peut reposer comme ça. On a vraiment envie de connaître la fin au plus vite. On peut vraiment le lire d'une traite parce qu'il est pas long du tout. Et donc c'est vraiment un livre que je vous recommande à 1000%. Donc si vous ne le connaissez pas encore, je pense qu'il faut absolument que vous le découvriez au plus vite. Donc voilà, Des souris et des hommes, pour moi, c'est mon coup de cœur numéro 1 de l'année dernière et je le conseille à tout le monde. Et on poursuit avec Les années d'Annie Ernaux. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce livre et Annie Ernaux y évoque sa vie. C'est une sorte de biographie, mais beaucoup plus centrée sur la société dans laquelle elle évolue plutôt que sur sa propre vie. Et on va la suivre à travers le temps, de sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc plus qu'un roman, qu'un récit de vie ou un témoignage, j'ai trouvé que ça s'apparentait carrément à un récit historique, parce que l'autrice va dépeindre la société française dans laquelle elle a évolué à chaque décennie, et c'est vraiment très précis
très minutieux et parfaitement bien décrit. Donc on a vraiment l'impression de voyager à travers les époques et d'avoir une parfaite représentation de chaque tranche de vie. C'est un récit linéaire, on avance avec elle, chronologiquement, et elle nous fait voyager. Donc à chaque époque, elle va relater les mentalités, les expressions qui se disaient, les pubs qui passaient à la télé, les slogans, les marques qui étaient à la mode, les artistes en vogue, les chansons qu'on écoutait. Donc vraiment, tout y passe et c'est une plongée dans une époque à chaque fois, lointaine ou, plus récente et on voyage vraiment au fil des pages. Donc elle dépeint vraiment à la perfection l'ambiance de chaque décennie et c'est vraiment impressionnant, de justesse et d'émotion. J'ai vraiment été transportée dans ce livre. J'ai trouvé vraiment que c'était, remarquable et qu'elle réussissait, un tour de force avec ce bouquin. Donc, c'est vraiment un ovni et je crois que j'ai jamais lu un livre pareil. Donc c'est vraiment, un joli bouquin, un beau coup de cœur, avec ce livre Les années d'Annie Ernaux. Alors au départ, j'étais un peu perplexe parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une ancienne vidéo, j'avais lu L'événement. Donc j'avais bien aimé le sujet, mais j'avais trouvé que sa plume était, un peu trop simpliste. Mais dans ce livre, ça ne m'a absolument pas gênée. Donc c'est toujours écrit très simplement, sans fioriture, mais c'est très fluide et très agréable. Donc ce bouquin m'a un petit peu réconciliée avec l'écriture d'Annie Ernaux. Alors j'imagine en plus que ce livre doit être encore plus agréable à lire pour les personnes qui sont de sa génération, parce qu'on revient vraiment en arrière et il y a plein de choses qu'on avait oubliées comme, des pubs qui passaient à la télé, des blagues qu'on se faisait, dans la cour de récréation, des jeux, enfin et j'imagine que ça doit remonter à la surface et rappeler tout un tas de souvenirs, donc ça doit être, très agréable et très nostalgique en même temps. Et moi je me suis remémoré aussi, certaines périodes de vie, à travers ce bouquin, donc c'était, vraiment très agréable et c'est un livre que je vous recommande, vraiment il est nostalgique, il est vraiment, très touchant et vous passerez un très bon moment. Alors ensuite, j'ai lu 2 bouquins d'Émile Zola. Tout d'abord, Pour une nuit d'amour, qui est un recueil de 2 nouvelles. Ce sont des nouvelles assez sombres et dramatiques. Dans la première, on va suivre Julien, qui est un grand benet qui joue de la flûte et qui est un peu simplé. Il est amoureux de sa voisine d'en face, Thérèse de Marsanne, qu'il essaye de séduire en jouant des morceaux de flûte, mais elle l'ignore complètement, jusqu'à un beau jour où elle l'attire chez elle et le cache dans sa chambre. Et on va découvrir un peu ce qui l'a poussé à s'intéresser soudainement à ce jeune homme. Donc c'est un récit qui fait penser à Thérèse Raquin, puisque les deux femmes ont un peu le même profil. C'est une histoire de triangle amoureux et de crime passionnel, donc ça m'a beaucoup plu. La deuxième nouvelle va complètement... Enfin, c'est un autre sujet, ça va parler d'une inondation. On va y suivre une famille qui vivait jusque-là très paisiblement, dans l'aisance matérielle, mais qui va tout perdre du jour au lendemain à cause de ce déluge. En fait, la Garonne va sortir de son lit et ça va causer une inondation gigantesque et faire vivre un véritable cauchemar aux habitants du village. Donc j'ai beaucoup aimé ces 2 nouvelles qui se lisent très bien. Et d'habitude, je suis rarement emballée par les nouvelles parce que je trouve que c'est pas très abouti, que les personnages ne sont pas assez développés, mais là, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est très bien ficelé, bien construit et agréable à lire, donc ce sont vraiment 2 nouvelles que je vous recommande fortement. Vous pouvez les lire en une soirée, ça passe tout seul. Et ensuite, j'ai lu Au bonheur des dames, toujours d'Émile Zola, qui est le 11e volume des Rougon-Macquart. Et dans ce livre, on va suivre l'évolution du commerce, avec la naissance des grands magasins qui centralisent un petit peu tous les produits que les femmes de l'époque s'arrachent. Donc les petits commerces aux alentours se meurent et ça va provoquer une grande pauvreté chez les gens qui tenaient des boutiques et qui jusque-là arrivaient à s'en sortir. Là, ils vont être vraiment en mauvaise posture. Et donc dans ce tome, on va suivre Denise, qui est une jeune orpheline venue de Normandie avec ses 2 frères sous le bras. Et elle va venir à Paris, elle monte à la capitale pour fuir la misère. Et elle vient chez son oncle, elle va lui demander l'hospitalité. Il lui a écrit une lettre dans le passé et elle n'y a pas répondu. Et là, elle a besoin de travailler, donc elle va essayer d'aller chez lui. Il lui ouvre la porte et l'accueille un peu à contre-cœur et très vite elle va comprendre que son commerce bat de l'aile.
à cause du Bonheur des Dames, qui est le grand magasin de Paris où on peut tout acheter, donc l'endroit qui fait rêver les femmes. Là-bas, on peut acheter, les vêtements, tout ce qui est tissu, linge de maison et plein d'autres choses, donc c'est vraiment un magasin, très attrayant et évidemment, Denise est attirée, vers ce magasin. Elle a envie d'y être embauchée, mais elle voit ça un petit peu comme une trahison et par rapport à cet oncle qui, en souffre terriblement et qui met, son commerce, très à mal. Donc finalement, elle va quand même être embauchée là-bas, mais elle va vivre la misère parce que les employés, lui font vivre un véritable enfer. Elle vit une situation de harcèlement et de la part de ses collègues qui lui donnent des surnoms, qui se moquent d'elle à longueur de journée, donc elle est vraiment, en mauvaise posture. Et de l'autre côté, il y a Octave Mouret qui est le patron des lieux et qui lui fait la cour, mais Denise est complètement insensible à son charme. Donc lui ne comprend pas pourquoi elle ne répond pas à ses sollicitations. Il trouve ça vraiment insensé qu'une femme de sa condition ne soit pas réceptive. Donc c'est assez cocasse. Il y a des moments très humoristiques quand Octave Mouret parle dans le bouquin. Donc c'est vraiment drôle par moments. C'est un homme très séducteur, misogyne, il a un côté, attachant, mais de l'autre, il est aussi détestable, donc c'est un personnage un peu double. Et le personnage de Denise est aussi très intéressant, puisqu'elle va évoluer de façon, sociale à l'intérieur du grand magasin. Elle va gravir les échelons, mais tout en restant honnête et droite jusqu'au bout et en ne répondant jamais aux quolibets de ses collègues, donc finalement, elle en sort, la tête haute. Donc c'est tout à son honneur, c'est un personnage très très attachant et respectable. J'ai pas très bien compris, son choix final, j'ai pas envie de vous dévoiler la fin, mais je l'ai trouvé un petit peu surprenant. Donc voilà, globalement une très bonne lecture avec du rythme, de très belles descriptions, des produits dans le magasin, avec des personnages, attachants, drôles, un peu cocasses. Donc c'était, un tome très sympathique, positif, avec une belle fin, ce qui est assez rare chez Zola. Mais voilà, c'était plutôt agréable à lire. Je ne le mettrai pas dans mes tomes préférés, mais j'ai beaucoup aimé. Je le mettrai aller en quatrième position, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille et vous passerez un très bon moment de lecture. Sur ma chaîne, je fais aussi les résumés des Rougon-Macquart, donc j'en ai fait 4 pour l'instant, et le dernier en date, c'est La Fortune des Rougon. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse celui-ci en résumé, donc voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai lu Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants de Mathias Sénard, qui est le premier bouquin de cet auteur que je découvre, et qui va nous faire voyager au Moyen-Orient. Donc on va suivre un petit peu les traces de Michel-Ange qui va partir dans ces contrées lointaines. Le sultan Beyazid va proposer un travail à Michel-Ange. Il s'agit de la construction d'un pont à Byzance, qui est l'actuel Istanbul. Et les plans de Léonard de Vinci ont été refusés, donc Michel-Ange a une grosse pression. Il est déjà engagé dans un travail en Italie, dans son pays, un travail qui est commandé par le pape, mais ce dernier est mauvais payeur et Michel-Ange en a assez, il a envie de tout abandonner. Et c'est ce qu'il va faire, il va fuir au Moyen-Orient et accepter le travail qu'on lui propose. Donc voilà pour l'histoire, j'ai trouvé que la plume de Mathias Sénard était très jolie, c'était une belle écriture, une belle plume. C'était agréable à lire, mais malheureusement, ça manquait de fond, d'épaisseur, de renseignements historiques. J'ai trouvé ça globalement un peu léger et c'est pas vraiment le genre de livre qui m'intéresse parce que j'ai pas appris grand-chose à la lecture de ce bouquin. J'ai trouvé que l'auteur brodait pas mal, peut-être un peu pour cacher le manque de renseignements historiques, donc j'ai trouvé ça un peu léger et peut-être pour passer une soirée comme ça divertissante, mais c'est pas le genre de bouquin qui peut m'intéresser. Ensuite, j'ai lu Mon année de repos et de détente d'Otessa Moshfegh, qui est une autrice américaine d'origine iranienne, et qui relate l'histoire d'une jeune femme qui décide d'hiberner pendant un an pour préserver sa santé mentale. Donc déjà, j'ai trouvé que le sujet était vraiment très original et ça m'a intriguée, d'autant plus que je le voyais beaucoup tourner sur le BookTok américain et anglais, donc ça m'a pas mal intriguée. Donc dans ce livre, on va suivre cette jeune femme qui est très belle, jeune et riche,
et elle pense qu'en hibernant, elle va régénérer son corps, suite, à cette longue période de sommeil et que ça va lui faire un bien fou. Donc c'est une femme qui a perdu ses 2 parents, elle est orpheline et elle a reçu un bel héritage, donc elle n'a pas du tout besoin de travailler et on va la suivre dans son superbe appartement de Manhattan et elle a toujours évolué dans un milieu assez huppé, clinquant et très superficiel. Dans le bouquin, elle va se procurer des anxiolytiques à forte dose par une médecin qui est, complètement barrée, encore plus folle qu'elle et elle va réussir comme ça à passer des heures et des heures, clouée dans son lit pour hiberner. Elle a une amie qui vient la voir régulièrement et qui l'empêche de dormir et elle est très antipathique avec elle, elle est vraiment pas sympa, elle est pas agréable. Son amie a des problèmes d'alcool et elle n'essaye pas du tout de l'aider, elle est vraiment très auto-centrée sur elle-même. C'est vraiment une femme, froide, égoïste, qui est pas très attachante et qui va un peu repousser l'amitié, que lui offre cette personne. Alors au départ, la lecture de ce bouquin, ça avait plutôt bien commencé et puis comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé le thème que je trouvais original, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Alors tout d'abord, il y a beaucoup de répétitions et ça tourne un peu en boucle, c'est toujours les mêmes choses, elle a envie de dormir, elle a envie d'hiberner, elle va voir le médecin qui lui donne des anxiolytiques, son ami vient l'embêter, enfin c'est toujours un peu, pareil et il y a pas vraiment d'avancée dans l'histoire. Ensuite, j'ai trouvé, qu'il y avait des passages très vulgaires, surtout quand elle raconte des anecdotes en lien avec son ancien petit ami Trevor. Donc c'est assez salace et vraiment pas, intéressant. Ensuite, le gros point négatif de ce livre pour moi, c'est la fin qui est vraiment décevante. En fait, c'est une fin précipitée. On est en suspens, tout au long du livre pour que ça se termine en 2 lignes et demie et vraiment ça retombe comme un soufflé de fromage et c'est vraiment, incompréhensible et très décevant. On se dit: «Mais tout ça pour ça?» c'est vraiment, pas intéressant. Donc globalement, j'ai été déçue du livre et le style est pas vraiment recherché, c'est vraiment une écriture très simple. Donc globalement, j'ai été plutôt déçue de ma lecture, c'est un livre que je qualifierais plutôt de commercial et c'est pas vraiment, le genre de bouquin que je recherche et qui m'intéresse. On change complètement d'ambiance avec La Peste de Camus qui est un gros coup de cœur pour moi. Alors, j'avais placé L'étranger, en 6e position de mon classement de mes lectures préférées de 2022 et à mon avis celui-ci, va faire partie de mon prochain classement de mes meilleures lectures 2023 parce que j'ai beaucoup aimé et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin. Alors dans ce livre, Camus entame un nouveau cycle, celui de la révolte, après, le cycle de l'absurde dont, L'étranger faisait partie. Et dans ce livre, on est dans les années 40 à Oran et la peste envahit petit à petit les rues, donc c'est un climat de tension. On sent, l'angoisse monter au fil des pages, donc c'est vraiment, très, très bien décrit. Au début, on trouve un rat mort dans une rue, donc on croit à une blague, mais petit à petit, il y en a de plus en plus. Et ça envahit les hommes qui vont être de plus en plus infectés. La peste va gangréner la population qui devient affolée, qui ne sait plus ce qui se passe, qui devient complètement sous tension. La fièvre va emporter quelques âmes. Donc il y a un climat très angoissant qui va s'abattre sur la ville. La préfecture va mettre du temps à réagir, mais va bientôt ordonner la fermeture de la ville. Et les gens vont devoir vivre confinés, donc ce qui rappelle l'épisode du Covid qu'on a vécu récemment. Dans ce livre, on y suit le docteur Rieux qui se rend au chevet des malades, donc c'est un peu le personnage principal. Et c'est un personnage héroïque. Et d'ailleurs, dans cette fable, ça va exacerber les traits de personnalité des personnages. Donc tantôt, on va observer des caractères très positifs, avec des gens qui vont avoir beaucoup de courage face à cette épreuve et qui vont se montrer, enfin qui vont avoir un côté très courageux, qui vont faire preuve de bravoure. Et de l'autre, il va y avoir des anti-héros, des gens qui vont profiter du malheur des autres et qui vont essayer de mettre en place un marché parallèle en essayant de soutirer de l'argent aux gens dans cette épreuve très difficile. En faisant des recherches, j'ai vu aussi que le sujet de la peste renvoyait à la peste brune. Donc ce qu'on appelle la peste brune, c'est la montée du nazisme
pendant la Seconde Guerre mondiale et finalement les personnages qui résistent seraient une allégorie à la résistance face au nazisme. Donc voilà, c'est un livre très intéressant, magnifiquement bien écrit et que je vous conseille là encore à 1000. Vous passerez, vraiment un excellent moment et à mon avis, je vais vous en reparler, en fin d'année quand je ferai mon bilan. Alors ensuite, j'avais envie de découvrir une autrice américaine, Joan Didion, dont j'avais beaucoup entendu parler. J'avais, acheté 3 de ses bouquins et là j'en ai lu 2. Donc tout d'abord «L'année de la pensée magique» et ensuite, «Le bleu de la nuit» qui est sa suite logique. Donc dans le premier, «L'année de la pensée magique», on va suivre, l'autrice qui vient de perdre son mari d'une crise cardiaque et en plus, sa fille Quintana, sa fille adoptive, est plongée dans le coma. Elle est hospitalisée, donc elle doit faire face à ces 2 épreuves très difficiles. Le titre, «L'année de la pensée magique», renvoie à la phase de déni pendant laquelle Joan Didion, a espoir que son mari revienne. Donc elle ne veut pas ranger ses affaires, parce qu'il pourrait ressurgir, d'un moment à l'autre. Donc j'ai trouvé, cette idée, très intéressante, mais mal exploitée malheureusement par, l'autrice qui la traite un peu trop en surface. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment trop superficiel et que ça n'allait pas au bout des choses. Et c'est comme si l'autrice n'avait pas réussi à sublimer son deuil et à faire de ce bouquin un objet littéraire. Donc c'est, des anecdotes et des sentiments qui se succèdent, mais voilà, c'est un peu creux finalement. Donc j'ai eu plus l'impression qu'il s'agissait d'un témoignage, d'anecdotes mises bout à bout, mais qu'il n'y avait pas vraiment de profondeur dans ce roman. Et malheureusement, j'ai eu le même problème avec Le bleu de la nuit parce que, il y a beaucoup d'anecdotes aussi et ça prend vraiment trop le dessus. En fait, dans ce bouquin, la fille de l'autrice, Quintana, est décédée, peu après son époux, donc elle doit encore vivre, un deuil, donc c'est vraiment une épreuve très éprouvante pour elle et même si, on comprend à quel point, cette épreuve est difficile et que c'est pour le lecteur, très touchant. On a du mal à apprécier le bouquin, à sa juste valeur. En fait, l'autrice va se remémorer des souvenirs, concernant sa fille adoptive, mais c'est assez inintéressant pour le lecteur parce qu'il y a pas vraiment enfin, c'est pas sublimé, je sais pas comment vous l'exprimer autrement. En fait, c'est comme si quelqu'un vous racontait, des anecdotes sur son enfant, même si c'est touchant, c'est pas quelque chose qui va être intéressant comme témoignage, comme objet littéraire. Donc globalement, j'ai été, plus que mitigée à la lecture de ces 2 livres, voire même déçue, parce que j'en avais beaucoup entendu parler et du coup, le troisième livre que j'avais acheté, pour l'instant, je pense qu'il va rester un peu dans ma bibliothèque et je suis pas prête de relire un livre de John Didion pour l'instant. Ensuite, j'ai lu Mitsu de Colette. Alors c'est un bouquin qui est paru en 1919 et qui raconte l'histoire, de Mitsu, une artiste du music hall, qui a 24 ans, qui est jeune et qui est la vedette, d'un show. Elle a pour collègue une femme qui s'appelle Petite Chose et un jour elle va cacher 2 militaires dans sa loge. Et l'un des militaires qui s'appelle, enfin qu'on surnomme le lieutenant bleu, va envoyer un colis avec de la poudre de maquillage et des flacons à Mitsu et très vite entre eux va y avoir une sorte de correspondance qui va, s'initier. Mitsu va être très intriguée et sous le charme de ce militaire et elle va lui répondre et donc entre deux va s'engager une correspondance. Donc j'ai trouvé ce bouquin, très léger, très frais et c'était, truculent. J'aime beaucoup, la plume de Colette. Je trouve qu'elle a beaucoup de vocabulaire, c'est très riche et il y a des expressions de l'époque qui sont, vraiment très très intéressantes à lire. À chaque fois, j'apprends, beaucoup de nouveaux mots avec Colette, donc j'aime beaucoup, lire ses livres. J'ai passé un moment très agréable. Ça m'a fait penser à La Vagabonde, mais j'ai préféré celui-ci, parce que je me rappelle que dans La Vagabonde, il y avait des passages où je m'ennuyais beaucoup, surtout vers la fin. J'avais trouvé que ça traînait en longueur, alors que celui-ci est peut-être moins traité en profondeur, mais il est plus léger, il y a plus de rythme et il est plus frais. C'est un livre qui reprend un peu les mêmes thèmes d'ailleurs, l'émancipation féminine, l'amour, le couple.
Et donc c'est un livre que je vous recommande et qui se lit très vite, il est vraiment pas épais et vous passerez un très bon moment. On poursuit avec Les Cloches de Bâle d'Aragon, qui est le premier tome d'un cycle romanesque intitulé Le Monde réel. Alors dans ce livre, l'histoire se déroule à l'aube de la Première Guerre mondiale et retrace l'histoire de la gauche, du Parti socialiste et du communisme. Le titre renvoie à la ville de Bâle, en Suisse, où s'est tenu un congrès socialiste la veille de la Première Guerre mondiale. Et le son des cloches est de mauvais augure, car quand elles retentissent, elles sont annonciatrices de mauvaises nouvelles. Alors ce livre est constitué de 4 nouvelles mêlant la fiction à la réalité, et toujours centré sur un personnage principal. Il y a par exemple Diane qui est une demi-mondaine, c'est une grande séductrice et elle a un fils prénommé Guy, et c'est à travers ses yeux qu'Aragon va dépeindre la société française de l'époque, d'avant-guerre, où des aristocrates, des grands chefs d'entreprise et des hommes politiques se côtoient. Il y a aussi Catherine, une jeune émigrée russe qui va côtoyer la bourgeoisie française. Aragon va nous proposer une analyse de la société française à travers ses yeux. Donc elle sera aussi embarquée dans la grève des taxis qui a secoué la France de 1911 à 1912 pour dénoncer leurs conditions de travail. Donc c'est une grève qui a duré 144 jours et qui est la plus longue de leur histoire. Catherine va aussi collaborer à cette grève en suivant un homme, Victor, qui est présent dans la 3e partie et qui est très engagé politiquement et qui est du côté des taxis parisiens. Et enfin, il y a une femme qui a réellement existé, qui est dans la partie 4, et c'est Clara Zetkin, qui était une femme politique allemande, figure historique du mouvement ouvrier et du Parti communiste allemand. Donc voilà, globalement, j'ai trouvé que le livre était quand même assez ardu et parfois difficile à comprendre, mais c'est surtout parce que j'ai pas les notions, les bases historiques et politiques en lien avec l'époque. Donc vraiment, si ce livre vous intéresse, je vous conseille de faire quelques petites recherches historiques et politiques pour pas vous retrouver perdu à la lecture de ce livre. Et pour ma part, je pense qu'il mériterait une deuxième lecture parce que maintenant que j'ai appris certaines choses, je pense que je prendrai beaucoup plus de plaisir à le relire une deuxième fois parce qu'à la première lecture, c'était un petit peu difficile pour moi et j'ai pas vraiment apprécié ce livre à sa juste valeur. Néanmoins, j'ai trouvé que la plume d'Aragon était vraiment délicieuse. Il a une plume très délicate et gracieuse et c'est vraiment un petit bijou d'écriture. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de poursuivre avec cet auteur et éventuellement de relire plus tard ce livre. Ensuite, j'ai lu Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Donc c'est la lettre d'une femme à un homme avec qui elle a eu une relation. Pour l'homme, ce n'était qu'une passade, mais pour elle, c'était bien plus puisqu'il était l'homme de sa vie. Donc de leur relation est né un petit garçon et elle lui apprend dans cette lettre et en même temps elle lui avoue ses sentiments. On n'a pas la réaction de l'homme à l'instant T quand il lit la lettre, mais on l'imagine, on la devine et ça laisse libre cours à l'interprétation du lecteur. La femme est passionnée à la limite de la folie, donc elle a un profil psychologique très particulier. Et c'est d'ailleurs sur ce point que je mettrai un bémol. En fait, d'habitude, je suis 100% embarquée par les histoires de Stefan Zweig, mais là, j'étais un petit peu sur la réserve. Et j'y ai pas cru à 100%, il n'a pas réussi à m'embarquer totalement. Néanmoins, j'ai quand même trouvé, une fois de plus, que la plume de Stefan Zweig était très agréable à lire. Ça reste un très très bon livre. Même s'il y a ce petit bémol qui peut entacher un peu la lecture, mais c'est vraiment personnel et globalement c'est un livre qui plaît beaucoup et que je vous recommande quand même chaudement. Et j'ai terminé le mois de janvier avec ce livre insolite, La fin de Knut Hamsun, qui est un auteur norvégien et qui a obtenu le prix Nobel de la littérature en 1920. Alors dans ce livre, on va y suivre un homme en proie à la solitude qui tente de survivre en écrivant des articles dans un journal, mais il a peu de travail et il finit par connaître la grande pauvreté, au point parfois de dormir dehors et de n'avoir rien à manger. Donc le manque de nourriture va même finir par le rendre fou, et c'est le récit d'une déchéance physique et mentale. Le personnage n'est pas franchement sympathique et l'auteur s'est inspiré du personnage de Raskolnikov dans Crime et Châtiment, mais également de celui de Dostoïevski dans Les Carnets du sous-sol, que je n'ai pas encore lu. Donc c'est vrai que j'ai retrouvé quelques traits de Raskolnikov à travers ce personnage. Donc c'est un livre assez sombre que j'ai bien aimé et qui va parler du côté animal et bestial de l'homme qui perd pied quand ses besoins primaires ne sont plus assouvis.
Donc j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur aborde la folie qui découle du manque de nourriture et à quel point finalement on est très proche du règne animal dès qu'on nous enlève notre nourriture et notre toit. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre pour le côté psychologique et la façon dont le côté bestial ressort du personnage. On le voit plus tellement comme un être humain, mais plutôt comme un être en proie à ses passions, à ses pulsions. Donc j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur décrit cet homme, qui est un peu mi-homme, mi-animal. Donc j'ai trouvé l'analyse de l'auteur très intéressante, comme quoi on est très vite renvoyé à notre bestialité. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné éventuellement des idées de lecture. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.